Charles Perrault, peau d'âne. Il était une fois un roi, le plus grand qui fut sur la terre, aimable en paix, terrible en guerre. Seul enfin comparable à soi, ses voisins le craignaient, ses états étaient calmes. Et l'on voyait de toutes parts fleurir à l'ombre de ses palmes, et les vertus, et les beaux-arts. Son aimable moitié, sa compagne fidèle, était si charmante et si belle, avait l'esprit si commode et si doux, qu'il était encore avec elle, moins heureux roi qu'heureux époux, de leur tendre et chaste hyménée, plein de douceur et d'agrément, avec tant de vertus, une fille était née, qui se consolait aisément de n'avoir pas de plus ample lignée. Dans son vaste et riche palais, ce n'était que magnificence. Partout, il fourmillait une vive abondance de courtisans et de valets. Il y avait dans son écurie grands et petits chevaux de toutes les façons, couverts de beaux caparaçons, raides d'or et de broderies. Mais ce qui surprenait tout le monde en entrant, c'est qu'au lieu le plus apparent, un maître âne étalait ses deux grandes oreilles. Vous ne trouverez pas que l'honneur fût trop grand. Cette injustice vous surprend, lorsque vous saurez ces vertus non pareilles, telles si nettes le forma la nature, qui ne faisait jamais d'ordure, mais bien beaux écus au soleil, et lui de toute manière, qu'on allait recueillir sur la blonde litière tous les matins, à son réveil. Or, le ciel qui parfois se lasse de rendre les hommes contents, qui toujours assez bien mêle quelques disgrâces, ainsi que la pluie au beau temps, permit qu'une âpre maladie, tout à coup de la reine, attaqua les beaux jours. Partout on cherche du secours, mais ni la faculté qui le grec étudie, ni les charlatans ayant cours, ne purent tous ensemble arrêter l'incendie que la fièvre allumait, un s'augmentant toujours. Arrivée à cette dernière heure, elle dit au roi son époux: « Trouvez bon qu'avant que je meure, j'exige une chose de vous, c'est que s'il vous prenait envie de vous remarier quand je ne serai plus. » « Ah, ces soins sont superflus, je n'y songerai de ma vie, soyez en repos là-dessus. »« Je le crois bien, reprit la reine, si on prend à témoin votre amour véhément, mais pour en rendre plus certaine, je veux avoir votre serment, adouci toutefois par ce tempérament, que si vous rencontrez une femme plus belle, mieux faite et plus sage que moi, vous pourrez franchement lui donner votre foi et vous marier avec elle. » Sa confiance en ses attraits lui faisait regarder une telle promesse comme un serment surpris avec adresse de ne se marier jamais. Le prince jura donc, les yeux baignés de larmes. Tout ce que la reine voulut, la reine, entre ses bras, mourut. Et jamais un mari ne fit autant de vacarme à lui sangloter, et les nuits et les jours. On jugea que son deuil ne durait guère, et qu'il pleurait ses défunts amours, comme un homme pressé qui veut sortir d'affaires. On ne se trompa point. Au bout de quelques mois, il voulut procéder à faire un nouveau choix, mais ce n'était pas chose aisée. Il fallait garder son serment, et que la nouvelle épousée eût plus d'attrait et d'agrément que celle qu'on venait de mettre au monument. Ni la cour en beauté fertile, ni la campagne, ni la ville, ni les royaumes d'alentour, dont on alla faire le tour, n'en purent fournir une telle. L'infante seule était plus belle, et possédait certains tendres appas que la défunte n'avait pas. Le roi le remarqua lui-même, et brûlant d'un amour extrême, alla follement s'aviser que, par cette raison, il devait l'épouser. Il trouva même un casuiste qui jugea que le cas se pouvait proposer. Mais la jeune princesse triste, d'ouïr parler d'un tel amour, se lamentait et pleurait, nuit et jour. De mi-chagrin, l'âme pleine, elle alla trouver sa marraine, loin dans une grotte à l'écart, de nacre de corail richement étoffée. C'était une admirable fée, qui n'eut jamais de pareil en son art. Il n'est pas besoin qu'on vous dise ce qu'était une fée en ces bienheureux temps, car je suis sûr que votre amie vous l'aura dit dès votre plus jeune âge. « Je sais, dit-elle en voyant la princesse, ce qui vous fait venir ici. Je sais de votre cœur la profonde tristesse, mais avec moi, n'ayez plus de soucis. Il n'y a rien qui vous puisse nuire, pourvu qu'à mes conseils vous vous laissiez conduire. Votre père, il est vrai, voudrait vous épouser. Écoutez, sa folle demande serait une faute bien grande, mais sans le contredire, on le peut refuser. Dites-lui qu'il faut qu'il vous donne, pour rendre vos désirs contents, avant qu'à son amour votre cœur s'abandonne, une robe qui soit de la couleur du temps. Malgré tout son pouvoir et toute sa richesse, quoique le ciel en tout favorise ses vœux, il ne pourra jamais accomplir sa promesse. » Aussitôt, la jeune princesse alla dire en tremblant à son père amoureux, qui dans le moment fit entendre, aux tailleurs les plus importants, que s'il lui faisait sans trop le faire attendre une robe qui fût de la couleur du temps, il pouvait s'assurer qu'il les ferait tous pendre. Le second jour ne l'usait pas encore qu'on apporta la robe désirée, le plus beau bleu de l'empyrée, n'est pas lorsqu'il est ceint de gros nuages d'or, d'une couleur plus azurée, de joie et de douleur l'enfant pénétré, ne sait que dire ni comment
se dérober à son engagement. « Princesse, demandez-en une, lui dit sa marraine tout bas, qui est plus brillante et moins commune, soit de la couleur de la lune, et il vous la donnera pas. » À peine la princesse en eut fait la demande que le roi dit à son brodeur que l'astre de la nuit n'ait pas plus de splendeur et que dans 4 jours, sans faute, on me la rende. Le riche habillement fut fait au jour marqué, tel que le roi s'en était expliqué. Dans les cieux, où la nuit a déployé ses voiles, la lune est moins pompeuse en sa robe d'argent, lors même qu'au milieu de son cours diligent, sa plus vive clarté fait pâlir les étoiles. La princesse, admirant ce merveilleux habit, était à consentir presque délibérée, mais par sa marraine inspirée, au prince amoureux, elle dit « Je ne saurais être contente que je n'ai une robe encore plus brillante et de la couleur du soleil. » Le prince, qui l'aimait d'un amour sans pareil, fit venir aussitôt un riche lapidaire, et lui commanda de la faire d'un superbe tissu d'or et de diamants, disant que, s'il manqua le bien satisfaire, il le fera mourir au milieu des tourments. Le prince fit ses hommes de s'en donner la peine, car l'ouvrier industrieux, avant la fin de la semaine, fit apporter l'ouvrage précieux, si beau, si vif, si radieux, que le blond amant de Climène, lorsque sur la voûte des cieux, dans son char d'or il se promène, d'un plus brillant éclat, n'éblouit pas les yeux. L'enfant, que ses dons achèvent de confondre à son père, à son roi, ne sait plus que répondre. Sa marraine, aussitôt, la prenant par la main. « Il ne faut pas, lui dit-elle à l'oreille, demeurer en si beau chemin. Est-ce une si grande merveille que tous ces dons que vous en recevez, tant qu'il aura l'âne que vous savez, qui d'écus d'or sans cesse emplit sa bourse? Demandez-lui la peau de ce rare animal. Comme il est toute sa ressource, vous ne l'obtiendrez pas, ou je raisonne mal. » Cette fée était bien savante, et cependant, elle ignorait encore que l'amour violent, pourvu qu'on le contente, compte pour rien l'argent et l'or. La peau fut galamment aussitôt accordée que l'enfante lui demandait. Cette peau, quand on l'apporta, terriblement l'épouvanta, et la fille de son sort amèrement se plaindre. Sa marraine survint et lui représenta que quand on fait le bien, on ne doit jamais craindre, qu'il faut laisser penser au roi qu'elle est tout à fait disposée à subir avec lui la conjugale loi, mais qu'au même moment, seule et bien déguisée, il faut qu'elle s'en aille en quelques états lointains pour éviter un mal si proche et si certain. « Voici, poursuivit-elle, une grande cassette où nous mettrons tous vos habits, votre miroir, votre toilette, vos diamants et vos rubis. Je vous donne encore ma baguette. En la tenant en votre main, la cassette suivra votre même chemin, toujours sur la terre cachée. Et lorsque vous voudrez l'ouvrir, à peine mon bâton la terre aura touché, qu'aussitôt à vos yeux, elle viendra s'ouvrir. Pour vous rendre méconnaissable, la dépouille de l'âme est un masque admirable. Cachez-vous bien dans cette peau, on ne croira jamais, tant elle est effroyable, qu'elle renferme rien de beau. » La princesse, ainsi travestie, de chez la sage fée, à peine fut sortie, pendant la fraîcheur du printemps, que le prince, qui pour la fête de son heureux hymen s'apprête, apprend tout effrayé son funeste destin. Il n'est point de maison, de chemin, d'avenue, qu'on ne parcourt promptement. L'on s'agite vainement, on ne peut deviner ce qu'elle est devenue. Partout se répandit un triste et noir chagrin, plus de noces, plus de festins, plus de tartes, plus de dragées. Les dames de la cour, toutes découragées, n'en donnèrent point la plupart, mais du curé surtout, la tristesse fut grande, car il déjeuna fort tard, et Pierre n'eut point d'offrande. L'enfante, cependant, poursuivait son chemin, le visage couvert d'une vilaine crasse. À tout passant, elle tendait la main, et tâchait pour servir de trouver une place. Mains, les moins délicats et les plus malheureux, la voyant si maussade et si pleine d'ordures, ne voulaient écouter ni retirer chez eux une si sale créature. Elle alla donc bien loin, encore plus loin. Enfin, elle arriva dans une métairie, où la fermière avait besoin d'une souillot, dont l'industrie alla jusqu'à savoir bien laver des torchons et nettoyer l'auge aux cochons. On la mit dans un coin, au fond de la cuisine, où les valets, insolentes vermines, ne faisaient que de la tirailler, la contredire et la railler. Ils ne savaient quelle pièce lui faire, la harcelant à tout propos. Elle était la butte ordinaire de tous leurs colibés et de tous leurs bons mots. Elle avait le dimanche un peu plus de repos, car ayant du matin fait sa petite affaire, elle entrait dans sa chambre, et tenant son huis clos, elle se décrassait, puis ouvrait sa caissette, mettait proprement sa toilette, rangeait dessus ses petits pots. Devant son grand miroir, contente et satisfaite, de la lune, tantôt la robe elle mettait, tantôt celle où le feu du soleil éclatait, tantôt la belle robe bleue, que tout l'azur des cieux ne saurait égaler, avec ce chagrin seul que la traînante queue, sur le plancher trop court, ne pouvait s'étaler. Elle aimait à se voir jeune, vermeille et blanche,
et plus brave 100 fois que nul autre n'était. Ce doux plaisir la sustentait et la menait jusqu'à l'autre dimanche. J'oubliais à dire en passant qu'en cette grande métairie, d'un roi magnifique et puissant se faisait la ménagerie, que là, poule de barbarie, râle, patate, cormoran, oiseaux musqués, canard petière et mille autres oiseaux de bizarres manières, entre eux, presque tous différents, remplissaient à l'envie 10 couches tout entières. Le fils du roi, dans ce charmant séjour, venait souvent, au retour de la chasse, se reposer, boire à la glace avec les seigneurs de sa cour. Tel ne fut point le beau Céphale, son air était royal, sa mine martiale, propre à faire trembler les plus fiers bataillons. Podane, de fort loin, le vit avec tendresse, et reconnut par cette hardiesse que sous sa crasse et ses haillons, elle gardait encore le cœur d'une princesse. Qu'il a l'air grand, quoiqu'il est négligé, qu'il est aimable, et que bien heureuse est la belle à qui son cœur est engagé. D'une rode de rien, s'il m'avait honoré, je m'en trouverais plus parée que toutes celles que j'ai. Un jour, le jeune prince, errant à l'aventure de basse-cour en basse-cour, passa devant une allée obscure, où, de Podane, était l'humble séjour. Par hasard, il mit l'œil au trou de la serrure. Comme il était fait ce jour, elle avait pris une riche parure, et ses superbes vêtements, qui tissus de fin d'or et de gros diamants, égalaient du soleil la clarté la plus pure. Le prince, au gré de son désir, la contemple et ne peut qu'à peine, en la voyant, reprendre haleine, tant il est comblé de plaisir. Quels que soient les habits, la beauté du visage, son beau tour, sa vive blancheur, ses traits fins, sa jeune fraîcheur, le tout 100 fois davantage. Mais un certain air de grandeur, plus encore, une sage et modeste pudeur, des beautés de son âme, assurés témoignages, s'emparent de tout son cœur. 3 fois, dans la chaleur du feu, qui le transporte, il voulut enfoncer la porte. Mais croyant voir une divinité, 3 fois par le respect, son bras fut arrêté. Dans le palais, pensif, il se retire. Et là, nuit et jour, il soupire. Il ne veut plus aller au bal. Quoi qu'il soit dans le carnaval, il est la chasse, il est la comédie. Il n'a plus d'appétit, tout lui fait mal au cœur. Et le fond de sa maladie est une triste et mortelle langueur. Il sentit quelle était cette nymphe admirable qui demeurait dans une basse-cour, au fond d'une allée effroyable, où on ne voit goutte en plein jour. C'est, lui dit-on, Podane, en rien nef ni belle, et que Podane on appelle à cause de la peau qu'elle met sur son cou. De l'amour, c'est le vrai remède. La bête, en un mot, la plus laide, qu'on puisse voir après le loup. On a beau dire, il ne saurait le croire. Les traits que l'amour a tracés, toujours présents en sa mémoire, n'en seront jamais effacés. Cependant, la reine, sa mère, qui n'a que lui d'enfant, pleure et se désespère de déclarer son mal. Elle le presse en vain. Il gémit, il pleure, il soupire, il ne dit rien, si ce n'est qu'il désire que Podane lui fasse un gâteau de sa main. Et la mère ne sait ce que son fils veut dire. « Au ciel, madame, lui dit-on, cette Podane est une noire taupe, plus vilaine encore et plus grosse que le plus sale marmiton. » N'importe, dit la reine, il lui faut satisfaire. C'est à cela seul que nous devons songer. Il aurait eu de l'or, tant l'aimait cette mère, s'il en avait voulu manger. Podane donc prend sa farine, qu'elle avait fait buter exprès pour rendre sa pâte plus fine, son sel, son beurre et ses œufs frais, et pour bien faire sa galette, s'enferme seule en sa chambrette. D'abord, elle se décrassa les mains, les bras et le visage, et prit un corps d'argent que vite elle lassa, pour dignement faire l'ouvrage qu'aussitôt elle commença. On dit qu'en travaillant un peu trop à la hâte de son doigt par hasard, il tomba dans la pâte un de ses anneaux de grand prix. Mais ceux qu'on tient savoir le fin de cette histoire assurent que par l'exprès, il fut mis. Et pour moi, franchement, je l'oserais bien croire, fort sûr que, quand le prince à sa porte aborda, et par le trou la regarda, elle s'en était aperçue. Sur ce point, la femme est si drue, son œil va si promptement, qu'on ne peut la voir un an, qu'elle ne sache qu'on l'a vue. Je suis bien sûr encore, et j'en ferai serment, qu'elle ne douta point que son jeune âme, la bague ne fut bien reçue. On ne pétrit jamais un si friand morceau, et le prince trouva la galette si bonne qu'il s'en fallut rien que, d'une fin gloutonne, il n'avala aussi l'anneau. Quand il en vit l'émeraude admirable et du jonc d'or le cercle étroit qui marquait la forme du doigt, son cœur en fut touché d'une joie incroyable. Sous son fait, il le mit un instant, et son mal toujours augmentant. Les médecins, sages d'expérience, en le voyant maigrir de jour en jour, jugèrent tous par leur grande science qu'il était malade d'amour. Comme l'hymen, quelque mal qu'on en dise, est un remède exquis pour cette maladie, on conclut à le marier. Il s'en fut quelque temps privé, puis dit « Je le veux bien,
pourvu que l'on me donne en mariage la personne pour qui cet anneau sera bon. À cette bizarre demande de la reine et du roi, la surprise fut grande, mais il était si mal qu'on osa dire non. Voilà donc qu'on se met en quête de celle que l'anneau, sans nul égardissant, doit placer dans un si haut rang. Il n'en est point qui ne s'apprête à venir présenter son doigt, ni qui veuille céder son droit. Le bruit ayant couru que pour prétendre au prince, il faut avoir le doigt bien mince. Tout charlatan, pour être bienvenu, dit qu'il a le secret de le rendre menu. L'une, en suivant son bizarre caprice, comme une rave le ratisse, l'autre en coupe un petit morceau, une autre, en le pressant, croit qu'elle l'apetisse, et l'autre, avec de certaines eaux, pour le rendre moins gros, en fait tomber la peau. Il n'est enfin point de manœuvre qu'une dame ne mette en œuvre pour faire que son doigt cadre bien à l'anneau. L'essai fut commencé par les jeunes princesses, les marquises et les duchesses, mais leurs doigts, quoique délicats, étaient trop gros et n'entraient pas. Les comtesses et les baronnes et toutes les nobles personnes, comme elles tour à tour présentèrent leurs mains et la présentèrent en vain. Ensuite vinrent les grisettes, dont les jolis et menus doigts, car ils n'en est de très bien faites, semblèrent à l'anneau s'ajuster quelquefois. Mais la bague, toujours trop petite ou trop ronde, d'un dédain presque égal, rebutait tout le monde. Il fallut en venir enfin aux servantes, aux cuisinières, aux tortilles, aux dindonnières, en un mot à tout le fretin, dont les rouges et noires pattes, non moins que les mains délicates, espéraient un heureux destin. Il s'y présenta maintes filles, dont le doigt gros et ramassé dans la bague du prince eut aussi peu passé qu'un câble au travers d'une aiguille. On crut enfin que c'était fait, car il n'en restait, en effet, que la pauvre peau d'âne au fond de la cuisine. Mais comment croire, disait-on, car régnait le ciel, la destinée, le prince dit, et pourquoi non, qu'on la fasse venir? Chacun se prit à rire, criant tout haut, que veut-on dire de faire entrer ici cette sale guenon? Mais lorsqu'elle tira de dessous sa peau noire une petite main qui semblait de l'ivoire, qu'un peu de pourpre a coloré, et que dans la bague fatale d'une justesse sans égale son petit doigt fut entouré, la cour fut dans une surprise qui ne peut pas être comprise. On la menait au roi dans ce transport subit, mais elle demanda qu'avant que de paraître devant son seigneur et son maître, on lui donna le temps de prendre un autre habit. De cet habit, pour la vérité dire, de tous côtés, on s'apprêtait à rire. Mais lorsqu'elle arriva dans les appartements et qu'elle eut traversé les salles, avec ses pompeux vêtements, dont les riches beautés n'eurent jamais d'égal, que ses aimables cheveux blonds mêlés de diamants dont la vive lumière en faisait autant de rayons, que ses yeux bleus, grands, doux et longs, qui pleins d'une majesté fière ne regardent jamais sans plaire et sans blesser, et que sa taille, enfin, si menue et si fine, qu'avec ses deux mains on ne put l'embrasser, montrèrent leurs appas et leurs grâces divines, des dames de la cour et de leurs ornements tombèrent tous les agréments. Dans la joie et le bruit de toute l'assemblée, le beau roi ne se sentait pas de voir sa bru posséder tant d'appas. La reine en était affolée, et le prince, son cher amant, de son plaisir l'âme comblée, succombait sous le poids de son ravissement. Polymène aussitôt chacun prit ses mesures, le monarque en pria tous les rois d'alentour, qui tous brillants de diverses parures, quittèrent leur état pour être à ce jour. On en vit arriver des climats de l'aurore, montés sur de grands éléphants. Il en vint du rivage mort, que plus noir et plus encore, faisait peur aux petits enfants. Enfin, de tous les coins du monde, il en débarque, et la cour en abonde. Mais nul prince, nul potentat, n'y parut avec tant d'éclat que le père de l'épousée, qui d'elle, autrefois amoureux, avait, avec le temps, purifié les feux dont son âme était embrasée. Il en avait banni tout désir criminel, et de cette odieuse flamme, le peu qui restait dans son âme n'en rendait que plus vif son amour paternel. Dès qu'il la vit, que béni soit le ciel, qui veut bien que je te revoie, ma chère enfant. Et tout en pleurant de joie, courut tendrement l'embrasser. Chacun à son bonheur voulut s'intéresser, et le futur époux était ravi d'apprendre que d'un roi si puissant il devenait le gendre. Dans ce moment, la marraine arriva, qui raconta toute l'histoire, et par ce récit acheva de combler peau d'âne de gloire. Il n'est pas malaisé de voir que le but de ce conte est qu'un enfant apprenne qu'il vaut mieux s'exposer à la plus rude peine que de manquer à son devoir, que la vertu peut être infortunée, mais qu'elle est toujours couronnée, que contre à fois l'amour et ses fougueux transports, la raison la plus forte est une faible digne, et qu'il n'est point de si riche trésor dont un amant ne soit prodigue.
que de l'eau claire et du pain bis suffisent pour la nourriture de toute jeune créature, pourvu qu'elle ait de beaux habits, que sous le ciel il n'y ait point de femelle qui ne s'imagine être belle et qui souvent ne s'imagine encore que si de trois beautés, la fameuse querelle s'était démêlée avec elle, elle aurait eu la pomme d'or. Le conte de peau d'âne est difficile à croire, mais tant que dans le monde on aura des enfants, des mères et des mères grands, on en gardera la mémoire. Merci de m'avoir écouté et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures.